a pas mal de temps pour développer cette réflexion. Et c'est vrai que, bon, d'ores et déjà, il y a des idées très intéressantes qui ont émergé. Et c'est vrai que cette idée de découplage, en effet, l'idée, c'est pas tout l'un tout l'autre, c'est pas, surtout pas d'opposer les pratiques, de dire... voilà, nous on faisait ça avant, ou médecine générale qui serait versus la médecine spécialisée, voilà, donc c'est beaucoup plus complexe et subtil que ça. D'ailleurs, je crois qu'on a le plaisir de recevoir dans cette journée le professeur Guiraud Monteil, qui est neurologue, et justement, on le verra cet après-midi, et dans des logiques, des réflexions que l'on partage. Et donc, en effet, c'est pas une question de médecine générale versus d'autres spécialités. On est vraiment dans des questions de complexité, et c'est pas tout l'un tout l'autre. C'est pas, en effet, c'est très. Merci de ce point de vigilance. C'est pas un appel à prendre toujours du temps, mais c'est vraiment le sur-mesure à large échelle, l'adaptation. Il y a certains processus qui peuvent se faire de manière industrielle. Notre président de CME disait que la médecine sera de toute façon plus industrielle. Mais là, c'est caricatural. Dans certains cas, oui, les processus de chirurgie cardiaque programmée peuvent être dans une certaine mesure industrielle, mais il faut aussi garder la place à l'approche artisanale. Et vraiment, cette idée de découplage est très intéressante, parce que je pense qu'elle est aussi en cohérence avec ce qu'on avait écrit dans l'article sur les questions des économies d'échelle. C'est que finalement, on fait des économies d'échelle, et à un certain moment, si on pousse trop le rythme sur le mode industriel, on va se retrouver dans des situations qu'on ne peut pas traiter sur ce mode-là, et au final, ça va coûter beaucoup plus cher. Et donc, en effet, il faut trouver les situations qui nécessitent ce temps de pause, ce temps où on va s'arrêter. C'est Frédéric Pierruy qui, il y a quelques années, lors d'une conférence qu'on avait organisée à Saint-Louis, avait proposé cette image qui est très intéressante, celle du hamster qui fait tourner une roue. Et finalement, soit on continue à faire tourner cette roue, mais on voit bien qu'à un moment donné, ça va mal finir, quoi, et on va être épuisé, etc. Soit on fait le pas de côté du décentrement. Et c'est vrai que certaines situations nécessitent ce pas de côté, ce temps de décentrement. On va pouvoir lancer le débat. Merci de vous présenter. Oui, tout à fait. Professeur Nicolas Tonti-Ardouin, je suis économiste au laboratoire de santé publique. Moi, la première réflexion, c'est que je pense que la véritable temporalité dont il faut tenir compte quand on parle des passes, c'est le temps social des exclus, qui est un temps fragmenté, avec des préoccupations qui mettent la santé bien loin dans les préférences. Et ayant vécu une expérience avec les Roms dans les passes marseillaises, je tiens d'abord tout de suite à dire leur grande efficacité, mais elles correspondent profondément au temps fragmenté de celui qui est exclu de la société. Voilà, c'est important. Alors à cet égard, moi je ne refuse absolument pas l'idée d'une industrialisation du soin, d'une politique de rationnement, etc. Et même je convie même les passes à entrer dans des logiques d'évaluation médico-économique pour justifier et légitimer le rapport. Ça, c'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Okay. Mon idée, alors c'est pas une question, c'est que dans un livre qui va sortir, qui s'appelle Santé et grande précarité, j'en suis arrivé à une conclusion, et là je vous renvoie, donc je voudrais que vous me disiez ce que vous en pensez, que finalement, la personne que j'ai pris en charge, le Rome, eh bien, le doctorant l'a dit très bien, je n'ai jamais eu affaire pendant une année entière au droit commun. J'ai eu affaire à ce que j'ai appelé, moi, une filière de la paupérisation, une filière des pauvres. Voilà. Donc c'est clair. Alors, elle est nécessaire par rapport à l'évolution sociétale, elle est même peut-être voulue. Pierru écrit des choses très intéressantes d'un point de vue de l'idéologie politique. Elle est peut-être voulue, elle est indispensable aujourd'hui, mais qu'en sera-t-il demain? Quel devenir pour les passes? Est-ce que la croissance et la continuité, disons, de la paupérisation va amener ces passes à devenir des structures plus importantes sur lesquelles, à ce moment-là, effectivement, on cherchera à nouveau de la productivité, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Donc je pense que là, à travers les passes, si vous voulez, moi, dans ce livre qui sort, je me suis posé véritablement la question de savoir quelle était la morphologie de demain de l'organisation du système de santé, sachant qu'aujourd'hui, le pauvre, eh bien, il ne s'insère pas dans la médecine ambulatoire, sauf pour certains médecins que j'ai appelés les spécialistes de la CMU, dans une autre étude avec Médecins du Monde, ben oui, qui font 80%. Les trois quarts, vous savez,
le SDF qui pisse, qui rote, qui pète, c'est pas le genre d'individu qu'on va en voir en salle de consultation. Donc effectivement, moi j'ai eu l'impression, et c'est ma conclusion, de vivre pendant une année dans un système qui dualisait, qui décuplait, voilà, tout à fait. Et il correspond tout à fait à un besoin sociétal aujourd'hui, mais qu'en est-il véritablement de sa volonté idéologique, de ce système? Qu'en pensez-vous? Où va-t-on finalement? Si je peux proposer une seconde, une réponse. Je me suis intéressé aux soins palliatifs et j'ai un vieux pote qui a fêté 30 ans, un grand responsable des soins palliatifs. Je l'ai rencontré à Chambéry justement et il m'a tenu un discours d'une extrême amertume, du genre t'as vu ce que c'est devenu, c'est une société servante monobilisée par des requins qui pensent à leur ego, des propos extrêmement négatifs comme ça. Et pourquoi je vous le raconte là? Parce qu'au-delà de ce côté subjectif, ce qu'il voulait dire, c'est que l'idée initiale, justement, d'un certain nombre de pionniers et de militants du soin palliatif il y a 30 ans, c'est surtout pas de faire un ghetto. C'était de répondre à un besoin, donc d'avoir une réponse spécifique en tant qu'elle était nécessaire, mais de ne pas s'arrêter dans le travail d'élargissement et de contamination, quels sont les mots qui ont été employés, l'essaimage dans le système. Dès lors que ça se referme, effectivement, on a l'effet pervers du ghetto et pas l'effet positif de la réponse spécifique, un temps nécessaire, mais un travail qui continue. Les passes peuvent être tout à fait menacées par ça. Par contre, effectivement, je suis très en colère quand des gens vont plus vite que la musique. C'est-à-dire disent « Oh là là, il faut soigner tout le monde de la même façon » et du coup ne proposent pas à ces grands exclus-là les réponses spécifiques de qualité dont ils ont besoin. Là, je trouve que c'est souvent un racisme déguisé, pour vous le dire de façon brève et claire. Et juste sur la question la recherche médico-économique, merci d'avoir évoqué ce point. Et en effet, il nous semble essentiel d'activer cette démarche. Et c'est une des orientations de la recherche en passe. C'est vrai que ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'en réalité, les passes, c'est un sujet, bon, pas que les passes, mais c'est vraiment un terrain d'observation et de recherche qui reste vraiment à développer. Et le champ médico-économique, il est passionnant. Et en effet, parce que une des spécificités des passes, c'est qu'on est dans des questions, la question financière est intégrée au quotidien à la réflexion, non dans une logique qui est bon, c'est forcément un peu bloquant, c'est difficile, mais cette contrainte financière, comme on l'évoquait, c'est aussi Roland Gori qui nous a amené cette idée, c'est que cette contrainte financière, elle oblige aussi à stopper l'automatisation des processus et donc nous oblige à réfléchir. Et finalement, on se rend compte que quand on réfléchit, on essaye d'être au plus juste dans le meilleur intérêt du patient et qu'en plus, ça coûte pas très cher. Donc finalement, c'est pour ça qu'on évoque l'idée du juste soin au juste coût, même si on le répète beaucoup. Et en effet, donc on a déposé là, début septembre, un dossier à la DGOS, un projet de recherche médico-économique qui a pour objectif de comparer les parcours des patients en situation de précarité selon qu'ils consultent d'abord aux urgences ou qu'ils consultent d'abord en passe, avec l'idée un petit peu de travailler, d'approfondir cette observation de ces deux modèles d'organisation. Et en effet, c'est cette question avant tout des organisations. On a des publics qui sont à peu près similaires, on a des médecins qui sont souvent les mêmes, qui travaillent parfois en passe, parfois aux urgences. Et finalement, on a des modèles d'organisation très différents. Et l'idée qu'on a un petit peu tous travaillant dans les passes, c'est que finalement on arrive à faire du soin qui soit le plus adapté, le plus efficace, le plus juste et à un moindre coût. Voilà. Donc en effet, merci et de nous soutenir dans cette démarche de recherche médico-économique. Bonjour, Sophie Rivière, moi je suis médecin coordonnatrice de la PASS de Montpellier. Et donc, je voulais remercier déjà tous les intervenants pour leur intervention très intéressante. Et alors, j'avais quelques réflexions et je voulais répondre à monsieur. Alors, d'abord, effectivement, je pense que tout ce qui a été dit sur l'exercice médical au sein des PASS, c'est en fait l'exercice médical en général. On dit bonjour à tous les patients, qu'ils soient d'une PASS ou pas. Moi, je consulte les 3/4 du temps hors de la PASS. Donc, le fait de prendre le temps de savoir s'arrêter quand c'est complexe, c'est exactement l'exercice médical n'importe où, quoi. Ça ne change rien. Et c'est le bon exercice médical, c'est celui qu'on enseigne à nos étudiants. Donc,
Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de spécificité de la PASS, si ce n'est que effectivement, c'est des gens qui sont formés au bon exercice de la médecine, on l'espère en tout cas. Et alors, pour répondre à monsieur, donc par rapport à son angoisse de ghettoisation. Nous, on a une mode de fonctionnement à PASS de Montpellier qui est assez différent de certaines PASS parce que justement, on est resté sur l'idée que la PASS était un accueil médico-social dans le sens où il y a une infirmière assistante sociale qui prennent en charge le parcours de soins, mais les consultations sont sur l'ensemble du CHU en fonction des besoins. Alors c'est vrai que moi j'ai été très revendicatrice de ce modèle qui pour moi était tout à fait non stigmatisant et donc à l'inverse de ce que vous décrivez comme filière du pauvre. Mais c'est vrai que ça a aussi une certaine limite des fois parce qu'effectivement ça demande énormément d'énergie sur le retour et donc l'éducation, on va dire, des professionnels de santé, notamment les médecins, au niveau de l'établissement. Donc c'est des objectifs à moyen et long terme par rapport à la modification de l'état d'esprit. Vous parliez des médecins généralistes qui ne voient que des CMU, d'autres qui n'en veulent pas. Au sein d'un CHU, on est un petit peu des fois dans la même dynamique. Et c'est vrai que pour l'usager, pour rejoindre ce que disait M. Michali, c'est qu'il y a une nécessité des fois d'empathie pour avoir la bonne adaptation au bon moment où il faut sélectionner éventuellement certains intervenants. Donc on essaye en fait de faire entre deux, c'est-à-dire au sein de l'ensemble des acteurs du CHU, parfois de finalement sélectionner certains acteurs parce qu'on connaît leur empathie, on sait qu'ils prendront le temps d'eux quand c'est compliqué. Mais c'est vrai que en fait, il y a des solutions intermédiaires, mais il y a des passerelles et c'est vrai qu'il y a des besoins d'adaptation et pour autant, je pense qu'il y a la possibilité d'envisager, comme on disait, que ça ne soit pas ghettoisé et qu'il n'y ait pas de filière du pauvre. Et ça, je pense que c'est un travail des PASS, de faire attention de ne pas justement trop se spécialiser dans le sens où de revendiquer une spécialisation, mais plutôt d'essayer d'essaimer une façon d'accueillir les gens et donc de ne pas stigmatiser de façon à ce que, quelque part, elles disparaissent, on va dire, un jour. Est-ce que tu as une question ? Non, je voulais répondre à monsieur. Est-ce que j'en profite parce que j'ai un micro pour poser une question ou pas ? Ma question va toucher le temps. La médecine, c'était un travail d'individu seul. Et vous ouvrez la question, la médecine change, c'est une médecine d'équipe. Et je voudrais que vous me parliez du temps individuel et du temps d'équipe. Vous l'avez déjà fait, mais il faut insister. Et je voudrais vous interroger sur la quantification. On paie à l'acte. Et je dis, si on a un temps collectif de travail, qui a pensé que ce temps collectif méritait aussi rétribution ? Et je pense qu'au lieu de se continuer à quantifier et à arrêter de quantifier tous les actes comme si la seule chose qui était importante c'était des actes, je voudrais que vous parliez du temps individuel, du temps collectif, de la manière dont ça se rémunère. C'est ça qui m'intéresse. Ceci étant dit, je le dis, mais je le redirai tout à l'heure, je suis passionné et heureux de vous écouter parce que vous revenez au sens étymologique du mot médecin. Le médecin, c'est l'avocat du pauvre. Et c'est vrai que vous partez des situations les plus complexes, les plus difficiles, socialement les plus atroces. Et dites-vous bien que chacun d'entre nous, et je le redirai ce soir, chacun d'entre nous devient un pauvre quand il est dans une situation dans laquelle on n'a pas beaucoup de solutions à lui proposer. Oui. Bonjour. Sur cette histoire de temps, je voulais insister sur quelque chose qui est sous-entendu, je pense, dans tout ce qu'on dit, mais qui n'est pas vraiment formulé, c'est que en fait, un des temps qui est pris dans les PASS, et la particularité qu'il peut y avoir avec les autres endroits, c'est l'interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des médecins depuis tout à l'heure, mais en fait, ce qui fait les PASS, c'est la présence d'assistants, d'assistantes sociales, d'accueillants, d'accueillantes. Et ça, c'est un vrai temps qu'on prend par rapport à d'autres lieux de soins. Que ce soit les exercices collectifs en ville, dans les nouvelles maisons de santé, où il n'y a pas du tout de temps social, il n'y a pas vraiment d'interdisciplinarité souvent.
Et ça, c'est un vrai temps important qui est à valoriser, essentiel, et qui devrait pour le coup être généralisé. Enfin, je veux bien sur ce modèle de la passe comme asile, un peu à l'intérieur d'un hôpital qui devrait forcément être efficace et rapide et tout. Certes, et encore, mais en fait, ce temps cette écoute globale de la personne qu'on reçoit, elle est rendue possible par cet échange entre différentes compétences, entre différents temps, le temps social, le temps de... Voilà. Et c'est aussi ça que ça coûte une passe, mais c'est juste essentiel. Et ça devrait être pareil, je pense, aux urgences ou dans les autres services, et en ville. Le temps de l'interprétariat aussi, on en a parlé tout à l'heure, l'interprétariat, ça prend par nature 2 fois plus de temps, parce qu'il faut formuler les choses 2 fois. Ça, c'est aussi quelque chose qui devrait être généralisé. Donc oui, effectivement, on ne peut pas s'empêcher d'aller plus vite tout le temps, mais en fait, il y a des fois où il faut quand même plus de temps. La dernière chose, c'est qu'il y a autre chose qui apparaît, c'est qu'un des rôles des passes, c'est en lien avec tous les obstacles à la protection maladie, qui est un temps perdu phénoménal. Si on pouvait simplifier, ça serait quand même vraiment bien. Arrêter de se poser toujours la question du coût, en effet, mais en fait, on est obligé de se la poser parce que l'hôpital en lui-même ne va pas... certes, nous, on peut faire un soin de qualité humain, etc., mais tant qu'on n'aura pas accès aux consultations spécialisées, aux examens complémentaires, effectivement, ça prendra du temps, et pas forcément enfin, c'est aussi ça qui le rend inefficace, ce temps, quoi. C'est pas que de l'impuissance, c'est de l'inefficacité. Merci. Vu comme tu le dis, ça peut être aussi bien à l'hôpital qu'en ville. On connaît tous les deux, et d'autres personnes dans la salle sans doute, un vieux pote qui est médecin généraliste, qui s'appelle Didier Ménard. Ça fait 40 ans qu'il se bat dans la banlieue de Saint-Denis pour dire qu'il faut rétribuer ce temps médical de la concertation, et que le docteur n'est qu'un élément parmi d'autres dans une prise en charge qui doit être plus globale et qui doit donner leur place à d'autres intervenants, l'infirmière, les centres sociaux, avec une déhiérarchisation, ou une hiérarchisation par le besoin du patient et pas par l'ego du médecin en particulier. Mais c'est un long travail. Moi, j'avais été très frappé par le fait que Didier, quand on a commencé à bosser ensemble, il pensait qu'il allait être populaire parmi ses copains généralistes, et il s'est aperçu qu'à la louche, il intéressait 5% des collègues. Les autres le prenaient pour un gauchiste illuminé, au mieux. Frédéric ? Oui, non, mais je voudrais revenir sur un des propos de Florent, qui m'a un peu interpellé quand il dit mais le ralentissement des cadences donc n'est ni possible finalement ni souhaitable. Alors ça me fait penser un peu à tous les débats autour quand on dit il va peut-être falloir rompre avec la sacralisation de la croissance. Face à tous les gens qui font la danse de la pluie autour de la croissance, et puis ils disent ah bah non, ça n'est ni possible ni souhaitable. C'est à la fois possible et souhaitable, sinon on grille tous. Hein. Bon. Et à l'hôpital quand même, il me semble quand même qu'il y a une augmentation des cadences et donc une diminution du temps disponible pour la réflexion des professionnels qui est manifeste, d'ailleurs qui vient d'être documentée par la DARES en montrant l'augmentation de la souffrance au travail. La première chose, et donc on peut le ralentir ce temps à l'hôpital. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que les cadences augmentent à l'hôpital? C'est parce que, en quelque sorte, on ajoute à une désorganisation structurelle une contrainte budgétaire et humaine exceptionnelle. Donc effectivement, de mettre un couvercle budgétaire de ressources fermé sur une désorganisation structurelle, effectivement, ça aboutit effectivement à une accélération des cadences à l'hôpital. Mais on peut remonter très loin. Par exemple, énormément de souffrances qui s'adressent à la médecine de ville. Et puis à l'hôpital, par exemple, je pense à la souffrance au travail, elle n'est pas obligée d'arriver forcément, je dirais, dans le système de santé. Elle pourrait être traitée en amont. Hein, on fait le choix de sanitariser le social. Bon, c'est pas inéluctable. Ensuite, je veux dire, ce qui se passe à l'hôpital, c'est aussi le résultat de la désorganisation de l'amont et de la désorganisation de l'aval. Si l'amont, la médecine de ville, était mieux organisée, et si l'aval était mieux doté et mieux organisé, peut-être aussi que l'hôpital ne se serait pas pris dans cette course à la productivité. Ensuite, je suis désolé, la tarification à l'activité, c'est un choix industriel.
Je veux dire, la tarification à l'activité, elle fait effectivement, elle porte en elle, et c'est d'ailleurs son objectif, d'augmenter les cadences et d'augmenter la productivité à l'hôpital. C'est pas le mode de financement. Alors certes, on peut débattre des modes de financement, mais ce mode de financement, il n'est pas non plus inéluctable, ou en tout cas, ça n'est pas une fatalité. Et puis effectivement, le cadre des ressources humaines à l'hôpital. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a assez de personnel, etc. Donc, je pense quand même, et il me semble que, et j'en finis juste pour être très court, c'est que prendre le temps quand c'est nécessaire suppose déjà d'avoir du temps. Parce que, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu es le nez dans le guidon, tu vas forcément fonctionner en routine, en automatisme, en réflexe, etc. Et de toute façon, tu ne verras plus les cas où il faudra justement prendre du temps. Donc il y a quelque chose qui est un peu contradictoire, si tu veux. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on peut ralentir l'activité à l'hôpital. On peut en faire en sorte. Je ne dis pas que tout le monde va se promener dans les couloirs les mains dans les poches, hein, mais je veux dire quand même, entre les cadences de folie qui sont aujourd'hui celles de l'hôpital, et l'activité zéro, je pense qu'il y a quand même un spectre à parcourir. Voilà. Une petite réaction de Paul sur la souffrance, et puis ensuite Corinne Lamouche. Oui, je voulais réagir sur la question de prendre le temps. En fait, je ne connais pas les passes, mais quand j'entendais vos questionnements, ils se retrouvent à tous les niveaux de l'hôpital, et on peut voir dans des services d'urgence certains malades qui ne sont pas dans les circuits de la pauvreté ou autres, mais qui sont complètement déphasés par les cadences et par le rythme. Il me semble qu'à l'hôpital, il y a à la fois les cadences, comme vous avez dit, mais il n'y a pas que les cadences qui bougent, il n'y a pas que l'intensification du travail, il faut aller plus vite, toujours plus vite, mais il y a aussi la densification du travail. C'est-à-dire qu'à côté des cadences, on demande à chaque soignant toute une série de tâches annexes, y compris la traçabilité et remplir des indicateurs, qui complexifient énormément le travail et qui décentrent d'ailleurs du face-à-face avec le malade. Et je voulais réagir sur prendre le temps et le découplage. Alors, il me semble que l'idée de renvoyer à des soignants qu'il faut prendre le temps, c'est à la fois intéressant et pour moi, c'est à la fois très risqué. Parce que la question, il me semble, elle est politique et institutionnelle. Le risque serait de dire à des soignants, à des médecins, à des infirmiers, à des agents sociaux, il faut que vous soyez suffisamment compétents et intelligents pour prendre le temps. Oui, mais c'est renvoyer à l'individu lui-même l'arbitrage dans les situations. C'est lui mettre une responsabilité qui n'est pas facile, et je pense que la question de la souffrance au travail aujourd'hui est suffisamment forte pour ne pas en rajouter sur les épaules des uns et des autres. Et puis, vous avez évoqué aussi le découplage de l'activité, c'est-à-dire à certains moments, s'arrêter pour penser les choses. Bon, je trouve ça personnellement tout à fait intéressant, mais il me semble que, quelles que soient les situations, travailler, c'est penser avec un E. On ne travaille pas sans penser, sans réfléchir, sans arbitrer des petits dilemmes, et encore plus dans du travail de soins que dans d'autres types d'activités. Alors, l'idée de donner du temps pour des réunions et autres, ça me paraît utile, ça me paraît risqué aussi, parce qu'aujourd'hui, dans le contexte de rationalisation, on pourrait très bien dire, eh bien, cette équipe, on lui accorde 2 heures par semaine qu'on va rémunérer pour faire ce travail-là. Mais quid de tout le travail, il me semble qu'on pourrait qualifier de clinique. La clinique, ça veut dire qu'on est en coprésence et que c'est de l'interaction de ce qui se passe entre un soignant et un soigné que dépend le résultat et la performance. Et donc, réduire la réflexion, enfin réduire, je traduis mal, mais offrir comme porte de sortie la réflexion sur des temps délimités, ça me paraît, s'il n'y a que ça, assez dangereux. Et je reprends ce que dit Pierre aujourd'hui. Moi, je vois autour de moi des professionnels qui sont en difficulté, qui sont en grande difficulté. Alors, il ne s'agit pas de faire un discours sur la souffrance. D'ailleurs, au passage, de temps en temps, on parle de la souffrance au travail sans parler du travail. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, il faut vraiment regarder le travail réel et s'y intéresser très fort. Une réaction de Florent? Non, enfin, juste un mot pour dire, je suis d'accord totalement avec vous deux, bien sûr. J'ai pas voulu... En fait, je suis allé trop vite. Bon, donc, j'ai pas voulu dire qu'il fallait maintenir des cadences effrénées, etc. Je pense simplement que il y a deux problèmes. Ça ne peut pas être
un ralentissement uniforme, c'est pas l'enjeu de passer systématiquement 10 minutes de plus avec chaque malade, c'est pas ça du tout. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, il y a quand même des routines à l'hôpital et une expérience professionnelle qui permet d'être pertinent dans ces routines-là si on a l'attention pour en sortir quand il le faut. Et puis le dernier point, qui là me semble très important, c'est qu'il faut pas penser des passes sur un modèle de temps différent, c'est-à-dire il faut les penser avec la contrainte générale de temps de l'hôpital. Sinon, ça va alimenter les discours condescendants, bah oui, ils ne savent pas bosser vite. Parce qu'un des pièges actuels, c'est que cette valeur du temps, elle est positive, elle est absurde, mais elle est positive. Enfin, j'ai vu dans des postes de responsabilité, enfin, pour tout dire, la direction scientifique du CNRS, où les gens étaient extrêmement fiers de travailler tellement vite qu'ils accumulaient les erreurs. Donc, c'est dire à quel point c'est dur d'aller contre ça, et c'est pour ça qu'il ne faut pas tenir le discours d'un ralentissement général, même s'il est souhaitable, pour les passes. C'est ça avant tout que je voulais dire, et il faut y inventer surtout des bulles, tout en sachant que la capacité des gens à faire vite est aussi une vraie compétence. Si vous ne revendiquez pas que vous avez aussi cette capacité à faire vite quand il est possible de faire vite, le discours n'est pas crédible. Et puis ensuite, Frédéric, la question c'est effectivement la contrainte économique. Enfin, moi je suis d'accord avec ce que tu dis. On peut rêver d'un monde où les choses sont faites différemment. Et ce que j'entendais dans la session précédente sur l'expérience à Marseille, sur le saturnisme, enfin l'unité santé, enfant, environnement, me fait dire il vaudrait mieux, en l'occurrence, mettre de l'argent dans le logement aussi. On en ferait économiser beaucoup à la sécurité sociale et puis à l'éducation nationale aussi. Enfin, il y aurait des choses qui se passeraient mieux. Enfin, c'est sans doute une priorité de notre société. Maintenant, il faut penser l'évolution des choses non pas en fonction d'un modèle idéal, où je serai entièrement d'accord avec toi, mais du modèle dont on part et là où on décide de faire des pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est capable de faire différemment dans 6 mois? Et ça n'est pas de ralentir l'hôpital. Parce que partout où on pense un modèle idéal comme horizon, on ne pense pas le chemin, en général. Enfin, il y a plein d'exemples. Il faut vraiment se demander où il y a des leviers pour remettre un peu de jeu dans le système. Ensuite, la contrainte financière, malheureusement, je crains fort que quoi qu'on en pense tous ici, elle ne se réduise pas dans les années qui viennent. Donc voilà, c'est tout. Je m'en réjouis pas. Je m'en réjouis pas. Oui, je pense que j'ai parlé un tout petit peu vite aussi au début. Moi, je voulais pas du tout dire qu'il y a les passes où les personnes travaillent lentement et les services où les personnes travaillent vite. Par contre, il y a un constat qui est que dans certains services, on a une cadence incroyable. Je veux dire, on peut prendre, nous à Poitiers, on a un orthopédiste qui passe 70 patients jour en consultation. Ça, c'est inimaginable dans une passe. C'était plutôt ce sens-là de dire que par l'hyperspécialisation, on permet de passer donc on a un rythme qui est beaucoup plus grand. Par contre, en passe, on a un temps qui est différent. C'est-à-dire qu'on passe autant de temps à travailler, on travaille autant, sauf qu'on passe plus de temps sur la coordination, on passe plus de temps sur d'autres tâches. D'ailleurs, dans l'enquête qu'on avait faite avec l'ANAP, avec Claire, on avait vu clairement que le temps de coordination dédié dans les passes, c'est 20 à 30% du temps passé dans la passe. Et ce temps-là, aujourd'hui, n'est pas valorisé. N'est pas la question qu'il faut soulever, parce qu'effectivement, il faut le valoriser. La question étant comment? Parce qu'on ne peut pas dire, je vais faire un forfait à la réunion. Si vous vous réunissez, alors il y a un forfait, on vous code un acte, et c'est bon, parce qu'à ce moment-là, tous les services vont faire 3 réunions par jour. Et ce sera un état de fait. Donc il faut réfléchir à une modélisation, à quelque chose qui permet de rétribuer ce temps-là et de l'intégrer dans un système de financement qui aujourd'hui fait que quand on passe 70 patients au jour, on a un bon élève, et que si on travaille en passe, et c'est comme ça que c'est vu par les lectures financières qu'on en fait, quand on est en passe, on a une mission d'intérêt général. D'ailleurs, comme si le reste de l'hôpital n'avait pas de mission d'intérêt général, on a une MIG, on a un budget global, et on tient dedans. Et ça, c'est une image qui est assez délétère. Je suis d'accord avec toi, Florent, quand tu dis que sur le plan politique, c'est très dangereux d'avoir cette approche-là, de dire il y a ceux qui font de la cadence, ceux qui font du rythme, et qui font rentrer de l'argent, et il y a ceux à côté qui ne travaillent pas de la même manière, on leur donne un budget global, et la valorisation n'est pas la même. Donc l'idée, c'était plutôt comment trouver un modèle qui permet de valoriser ce travail-là, qui permet de dire ce qui s'y passe, et de le dire, et qui permet de bien connaître et de valoriser derrière financièrement. Et pour revenir sur ce que tu disais, Frédéric, sur la contrainte financière, je suis d'accord aussi, elle ne peut pas se réduire dans les années à venir. Je ne parle pas de contrainte financière seulement, je parle de contrainte organisationnelle.